Le cyclone Chido balaie l'archipel ce matin et détruit tout sur son passage. Il y avait du monde sur ces collines, donc c'est bien, ils sont bien quelque part. On ne les voit pas non plus, ne sont pas toutes dans les centres d'hébergement. Quand on commencera à déblayer ces collines, oui, on appréhende ce qu'on va trouver. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, rien n'est mis en place pour chercher les gens sous les décombres. On est à 3 jours du cyclone, on s'attend au pire. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Leur stock de nourriture s'épuise et le peu qu'il reste commence à moisir. C'est un drame écrit d'avance parce que tout le monde savait que si un jour il y avait une catastrophe naturelle à Mayotte, il y aurait énormément de morts, énormément de dégâts. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. L'État à Mayotte est toujours débordé. C'est une constante dans l'histoire de cette île. Jamais il n'a voulu, en réalité, anticiper les problématiques. Alors, je m'appelle Rémi Carayol, je suis journaliste indépendant. Je travaille notamment pour Mediapart, Le Monde diplomatique et j'anime la rédaction d'Avril 21. Par ailleurs, je viens de publier un livre chez La Fabrique sur Mayotte qui s'appelle Mayotte, département colonie. Alors le cyclone Chido, pour l'instant, a fait ou aurait fait 22 morts. Ça, c'est les chiffres des autorités françaises. Mais comme l'a annoncé le préfet de Mayotte, le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Il pourrait se compter par centaines, voire milliers de morts. Ça risque de prendre du temps et en réalité, on saura peut-être même jamais le nombre exact de morts parce que un certain nombre de personnes se trouvaient être en situation de clandestinité et certaines ont d'ores et déjà été enterrées parce que à Mayotte, on enterre en général assez rapidement. Donc, on saura peut-être jamais combien il y a eu de morts. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a probablement énormément de personnes qui ont péri parce que lorsqu'on voit les images, les bidonvilles de Mayotte ont tous été ravagés par les vents du cyclone et on estime à peu près 100 000 personnes le nombre de personnes qui vivaient dans ces bidonvilles. Donc bien sûr, un grand nombre d'entre elles ont réussi à se réfugier ou ont réussi même lorsque le toit de leur maison s'est envolé à rester chez eux, mais un certain nombre probablement important a dû périr. Dans cet épisode climatique très violent, il n'y a pas que les bidonvilles en fait qui ont été impactés, beaucoup de maisons, y compris des maisons, on va dire, de la bourgeoisie locale, qui ont vu leur toit s'envoler, mais surtout les dégâts sont considérables au niveau de la végétation. Il y a énormément d'arbres qui sont tombés. Énormément de cultures qui ont été saccagées là aussi, et ça c'est très problématique parce qu'une grande partie de l'agriculture sur place c'est une agriculture vivrière de petite taille mais qui sert à faire vivre la famille ou l'entourage proche. On se nourrit de bananes énormément, on se nourrit de fruits cueillis sur les arbres et ça c'est vraiment très inquiétant. D'ailleurs les élus du côté de Mayotte commencent à parler d'une crainte de famine et puis surtout c'est tous les réseaux qui ont été détérioré, donc le réseau de téléphone, ce qui complique les secours, le réseau routier, mais aussi, surtout, le réseau d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 4 jours après le cyclone, les gens n'ont toujours pas d'eau dans le robinet. L'une des urgences sanitaires, rétablir l'eau courante. En attendant, les habitants font la queue pour remplir des bidons, à même les tuyaux. Après tout ce qui se passait ici, il n'y a pas d'eau, on est obligé de préparer à manger, laver les enfants, les vêtements et tout. Du coup, on n'a pas le choix. Même si le chemin est long, mais on n'a pas le choix, on doit survivre quoi. Il suffit en fait de poser le pied à Mayotte et de se rendre compte que partout, sur toutes les collines, il y a des bidonvilles. Parce que les bidonvilles sont construits sur les collines, parce que ce sont les terres où l'on peut construire de manière sauvage, parce qu'elles sont très difficilement constructibles. Et donc, on se rend compte que voilà, sur 320 000 personnes recensées à Mayotte, un tiers au moins a habité dans ces quartiers. Et ça, c'est une responsabilité en fait directe de l'État français. Pourquoi il y a ces bidonvilles en fait? Tout simplement parce que il y a d'importants flux migratoires depuis des années, en fait depuis toujours dans l'archipel des Comores, qui ne se sont pas taris lorsque Mayotte a été séparée
des autres îles des Comores. Et donc les gens ont continué à venir et aujourd'hui même ils viennent encore plus nombreux parce que Mayotte fait figure un peu d'Eldorado dans la région et on vient y travailler, on vient s'y faire soigner ou on vient pour que les enfants y suivent une scolarité à peu près normale. Et donc les gens sont sur ce territoire, certains y sont nés, y ont grandi, mais ils se trouvent quand même dans une situation de clandestinité parce que l'État a fabriqué des étrangers sur cette île. Et quand on se trouve dans une situation de clandestinité, eh bien on se retrouve à vivre dans des endroits comme ces bidonvilles, parce qu'on a des salaires très faibles, de l'ordre, dans l'économie informelle, de 100 à 300 euros, parce qu'on n'a pas les moyens d'acquérir un logement, parce qu'il y a très peu de logements sociaux. Et en fait, l'État français n'a jamais proposé de grands plans de construction de logements, et notamment de logements sociaux. Au contraire, la seule stratégie qui a été adoptée ces dernières années, c'est de détruire ces bidonvilles, mais en petite quantité par rapport à la masse des habitats de ces bidonvilles, de les détruire sans proposer de solution de relogement. Les pelleteuses sont entrées en action dans le quartier de Doujani à Mamoudzou. En quelques heures, elles détruisent des centaines d'habitations installées illégalement sur des terrains privés et municipaux. Il s'agit d'une des nombreuses opérations dites de décasage orchestrées par l'État sur demande expresse de la mairie. Des démolitions qui touchent ce jour-là près de 500 personnes. Et donc l'État n'a proposé des solutions qu'aux personnes en situation régulière et du coup a abandonné toutes les autres personnes. Donc les gens se faisaient chasser et qu'est-ce qu'ils faisaient? Évidemment, ils allaient reconstruire un peu plus loin, souvent dans des endroits encore plus dangereux et encore plus cachés. De manière générale, tout le monde a peur de l'opération et des conséquences qu'elle pourrait avoir sur Mayotte. Ici, les gens ont peur des violences, des démolitions, des expulsions. Pour preuve, dans ces quartiers, certains ont eux-mêmes démoli leur maison pour aller se cacher dans la forêt le temps que la situation se calme. C'est un drame écrit d'avance parce que tout le monde savait que si un jour il y avait une catastrophe naturelle, un cyclone ou un séisme à Mayotte, il y aurait énormément de morts, énormément de dégâts. En raison de l'importance de ces bidonvilles, mais pas que, même les bâtiments en dur, y compris les bâtiments publics, ne respectent pas les normes qui devraient être des normes de résistance à un séisme ou à un cyclone. Et ça, notamment, il y a un rapport parlementaire qui a abordé la question il y a à peine un peu plus de 6 mois, en fait, qui disait que en Outre-mer en général et en Mayotte en particulier, rien n'était fait pour anticiper une éventuelle catastrophe. Donc là, c'est de la responsabilité directe de l'État. L'État à Mayotte est toujours débordé. C'est une constante dans l'histoire de cette île. C'est sans cesse une course en fait contre le temps, où l'État est sans cesse en train d'essayer de répondre à des problématiques qui se sont créées sur place. Jamais il n'a réussi et jamais il n'a voulu en réalité anticiper les problématiques. Et ça touche tous les domaines. On a vu il y a 1 an, il y a eu la crise de l'eau à Mayotte. La crise de l'eau, c'est quelque chose qu'on voit venir depuis 20 ans. On sait qu'il va y avoir des pénuries d'eau et pourtant rien n'a été entrepris. Faute d'infrastructures et de gestion prévisionnelle, il ne reste qu'une seule option, rationner l'eau. Et depuis lundi, les coupures sont devenues encore plus drastiques. 36 heures ou 48 heures d'affilée. Dans le 101e département, je tiens à le souligner. Et on n'est pas sûr de pouvoir tenir actuellement pour 24 heures déjà. On met des bouteilles de réserve également. Au quotidien, on achète de l'eau, quoi. Et l'eau, on sait très bien qu'à Mayotte, c'est pas donné. Quand on a un pack de 6 qui coûte 7 €, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas qu'il n'y a pas de programme ou de financement. Il y a des financements qui sont débloqués. Mais en fait, une fois qu'on a débloqué les financements, la machine ne suit pas derrière, parce qu'il y a des difficultés liées au territoire, mais parce qu'il y a une absence de volonté aussi de la part de l'État. Et là, on retrouve ça dans tous les domaines. C'est une responsabilité qui va jusqu'aux plus hautes sphères de l'État français, et qui s'explique, moi en tout cas, que j'explique en partie par le fait que c'est un territoire qui est perçu comme lointain, qui est perçu comme finalement assez peu important, alors qu'il a une importance stratégique non négligeable pour la France, et donc qui est négligé. Et ça crée des frustrations et une colère assez importante. Que fait la France à Mayotte? C'est une bonne question que beaucoup se posent en fait. L'État a colonisé l'archipel des Comores et puis ensuite, quelque part, il a voulu rester un pied dans cet archipel et
Il a favorisé le mouvement pour Mayotte française qui visait à se séparer des autres îles et à rester au sein de la République française. Ça, c'était en 1975. Parce qu'il faut savoir que les Comores revendiquent la souveraineté sur Mayotte et que, à de multiples reprises, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné la France, parce que selon le droit international, Mayotte est un territoire comorien. L'archipel des Comores, c'est 4 îles. Donc il y a l'île de Mayotte, Maoré, dans son nom comorien, il y a l'île de la Grande Comore, Jazija, l'île d'Anjouan, Zouani, et l'île de Moélie. Ce sont des îles qui se situent à mi-distance à peu près entre Madagascar et le Mozambique, dans ce qu'on appelle le canal du Mozambique. C'est une zone très stratégique, le canal du Mozambique, parce que c'est notamment une zone très fréquentée par les navires, notamment les pétroliers. Aujourd'hui encore, 30% du transport maritime passe par cette zone. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment une position très importante. C'est pour ça que la France continue d'y être aujourd'hui et qu'il y a un détachement de la Légion étrangère à Mayotte, notamment. Et donc, ce sont 4 îles qui ont une histoire commune, qui est faite de flux migratoires venus d'un peu partout, du golfe Persique, du golfe arabique, de la côte est-africaine ou de Madagascar, qui se sont constitués au fil des ans, et donc qui ont été colonisés au XIXe siècle, en 1841 pour Mayotte, et puis les années suivantes pour les 3 autres îles, par la France. Le 22 décembre 1974, donc on va bientôt célébrer le 50e anniversaire, la France organise une consultation pour demander aux Comoriens s'ils veulent devenir indépendants ou s'ils veulent rester au sein de la République française. Les Comores, c'est une colonie française, mais qui n'a pas obtenu son indépendance en 1960 comme la plupart des colonies africaines de la France. Ça a pris un peu plus de temps, notamment parce que la notabilité aux Comores n'était pas forcément très pressée de se séparer de la France. Mais cette indépendance devient inéluctable au milieu des années 60 parce que la jeunesse pousse, notamment dans ce sens. Et à Mayotte, naît un mouvement pour Mayotte française, donc pour rester français, pour refuser l'indépendance et pour se séparer des autres îles. Et donc, lors de la consultation du 22 décembre 1974, 99% des électeurs dans les 3 autres îles votent pour l'indépendance. Par contre, à Mayotte, c'est beaucoup plus serré puisque 63% des électeurs et des électrices votent contre l'indépendance. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais perdent Mayotte, qui devient une collectivité territoriale française. Une scission de l'archipel condamnée par les Nations Unies et par le gouvernement comorien qui continue de revendiquer son autorité sur Mayotte. À partir de ce moment-là, la séparation va être actée très rapidement, puisque 6 mois plus tard, les responsables politiques comoriens déclarent l'indépendance unilatéralement parce qu'ils estiment avoir été trompés par la France, puisque la France avait promis que les 4 îles deviendraient indépendantes ensemble, et donc déclaration unilatérale de l'indépendance, et les Mahorais sur place font sécession. Il faut savoir qu'il y avait de grands débats à Mayotte, que c'est pas, contrairement à ce que veut faire croire la légende, c'est pas Mayotte qui d'un seul homme s'est levé pour rester française. Il y a eu d'intenses débats, il y a eu même des bagarres, il y avait des milices qui étaient pro-indépendance et anti-indépendance, qui se sont battues, qui se sont violemment affrontées, et après la consultation de décembre 1974, tous les partisans de l'indépendance ont été chassés. Alors, soit chassés physiquement, c'est-à-dire ils ont été envoyés sur les autres îles, on estime entre 1500 et 2000 personnes qui ont été chassées, soit chassés symboliquement, c'est-à-dire elles ont été marginalisées de la vie en société, de la vie du village notamment, et elles n'ont pu revenir quelque part participer à la vie de la communauté que lorsqu'elles ont fait amende honorable et elles ont prêté allégeance quelque part au mouvement pour Mayotte française. Ça peut paraître contre-intuitif de refuser l'indépendance, de vouloir rester sous un système plus ou moins colonial. Donc, pour ceux qui étaient partisans de Mayotte française, pour l'élite politique et économique au début, il a fallu inventer quelque part une histoire ou réinventer une histoire. Il a fallu dire que les Mahorais n'avaient rien à voir avec les Comoriens, qu'ils ne parlaient pas la même langue, ce qui est faux, qu'ils n'avaient pas la même religion, ce qui est faux. Il a fallu quelque part embellir la colonisation française et, à contrario, salir l'histoire commune qui liait ces 4 îles depuis des siècles. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, une fois que la séparation a été actée, il a fallu défendre à tout prix le statut de département, parce que le statut de département était perçu comme l'assurance inscrite dans le marbre de rester français. Et donc, on a présenté le département comme le Graal absolu. Et quelque part, c'est devenu une nouvelle religion, le département. On se le transmettait de père en fils, ou de mère en fils, ou en fille. On disait, il faut absolument devenir département. Quelque part, c'était l'assurance d'une vie paradisiaque. Mayotte a fini par devenir département. Lorsque les Mahorais ont été consultés en 2009 pour savoir s'ils voulaient devenir département, 95% d'entre eux ont dit oui. Les Mahorais, tout sourire, tout feu, tout flamme,
À plus de 95%, ils ont dit oui à la départementalisation de leur île, un oui franc et massif comme le souhaitait la classe politique. Sur le front de mer de Mamoudzou, au milieu de cette folle ambiance de fête, on n'oublie pas de remercier Allah. Sauf que le département, ça impliquait des choses, et notamment des changements très importants dans la vie de tous les jours, dans la vie en société, notamment. Et ça, ça a été une forme de violence pour les Mahoraises et les Mahorais qui ne s'y attendaient pas forcément, que ce soit sur les questions foncières, sur les questions matrimoniales, sur les questions religieuses. En fait, la vie a été chamboulée. Et aujourd'hui, 13 ans après la départementalisation, il y a quand même une forme de colère et de frustration, quelque chose qu'on retrouve dans tous les départements d'outre-mer, d'ailleurs, où on a l'impression qu'on nous demande sans cesse des efforts pour s'assimiler, parce qu'en France, l'égalité passe par l'assimilation, selon notre République, qui est une République d'essence coloniale. Et donc, cette assimilation-là est perçue comme une violence symbolique très forte. On voit droit dans le mur avec cette politique-là. Puisque quand on voit que le ministre de l'Intérieur, 3 jours après le cyclone, veut encore renforcer ou durcir la législation sur les étrangers, c'est en gros ce qu'il a annoncé en parlant du problème de l'immigration. Quand on voit qu'il y a des élus à Mayotte qui disent vous voyez, la gauche s'est opposée à l'opération Ouambouchou qui a été lancée l'année dernière par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, qui était une autre opération qui visait à décaser notamment des gens, mais aussi à chasser des étrangers, à les expulser et à lutter contre les bandes criminelles. Leur discours, c'est de dire, vous voyez, l'opération Ouambouchou aurait permis de sauver des vies des gens. Mais c'est complètement faux en réalité, puisque c'était quoi l'opération Ouambouchou? C'est ce qui est fait depuis des années. On va détruire des cases, mais on propose aucune solution à ceux qu'on déloge de ces cases. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Eh bien, et c'est simple, ils vont se reloger ailleurs. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec Ouambouchou et c'est ce qui arrivera encore après. Aujourd'hui, quelques jours après le passage du cyclone, les gens ont commencé à reconstruire. Ils n'ont pas attendu. Et qu'est-ce qui va se passer? Visiblement, de toute évidence, on va reproduire la même politique où on va continuer à vouloir chasser les gens de ces quartiers et certainement que ça va être très violent. Et donc, on va continuer visiblement dans cette politique que moi j'appelle la politique du pire, où on va droit dans le mur, où on considère Mayotte comme un îlot de France posé là dans l'océan Indien. Alors qu'en réalité, il faut changer de focale et il faut se rendre compte que Mayotte est un territoire que l'on a arraché à son environnement naturel. Et ça, le problème, c'est que on l'a arraché symboliquement, on l'a arraché dans les textes de loi, mais physiquement, on l'a pas arraché. C'est toujours là. Anjouan est une île qui est à 70 km. Les liens familiaux sont encore très importants entre les Mahoraises et les Mahorais et les habitants des autres îles. Et ça, on ne peut pas l'effacer d'un coup de baguette magique, et je pense qu'on ne pourra jamais l'effacer. Tant qu'on n'aura pas changé de focale, de perspective, et qu'on continuera à penser que Mayotte, c'est la France, et que le reste dans l'environnement régional ne compte pas, on fera fausse route et on aboutira à des catastrophes comme celle-ci.